Bonjour et bienvenue dans la chronique des trois coups, présentée par votre serviteur Shinmoku. Ah non, d'un chien ça rime. Mais de quoi ça s'agit? Eh bien, la chronique des trois coups est une émission ayant pour but de vous faire découvrir diverses pièces de théâtre, diverses mises en scène, afin de les analyser. En outre, pour vous dire que le théâtre c'est bien mieux que n'importe quel jeu vidéo ou émission de catch. Je suis à peine arrivé dans l'équipe que j'insulte déjà mes patrons. Je dois être communiste. Enfin bref, j'espère que vous avez compris le concept parce qu'aujourd'hui on envoie du lourd et pas n'importe lequel. Car il s'agit de... fin de partie de Samuel Beckett. Ça va, tu l'as le gros plan sur mon nez? Ok. Maintenant tu envoies le générique. Fin de partie est une pièce écrite et créée en 1957 par Samuel Beckett. Vous allez me dire que je fais ici un pléonasme, mais non. Car on dit communément qu'une pièce est créée lorsqu'elle est interprétée sur scène. En l'occurrence, ce fut un 1er avril par le metteur en scène Roger Blin. Blin. Oh puis merde. Il est très intéressant de remarquer que la pièce fut d'abord écrite en français, alors que l'auteur est de nationalité anglaise. En effet, ce dernier adore jouer avec les langues. Mais on y reviendra plus tard. Alors qu'est-ce que le quoi? Ce bon vieux Samuel s'inscrit dans le courant littéraire dit de l'absurde, catégorie qu'il rejettera tout le long de sa vie, car, comme bon nombre d'auteurs, il n'aime pas qu'on le range dans une case. C'est pourtant ces démarches marginales qui le positionnera en parallèle d'Eugène Ionesco, un auteur qui aura lui aussi droit à son épisode dans ma chronique. Ce terme d'absurde fut inventé par le critique Jacques Lemarchand, puis repris par Martin Esling, qui publiera un essai mettant en parallèle Beckett, Ionesco, Jean Genet, Arthur Adamoff et les précurseurs de ce mouvement qui sont Jean-Paul Sartre et Albert Camus. Oui, je sais, il y a tout plein de noms, mais t'en as reconnu que deux, donc laisse tomber, c'est pas grave, je suis pareil. Il faut savoir que cet héritage n'est pas venu tout seul. En effet, ce genre est né par un traumatisme de la guerre. Les différentes pièces abordent toutes une vision très pessimiste de l'existence. Et j'en vois déjà certains qui pensent que ces pièces n'ont aucun foutu sens. Et je leur répondrai que non, justement, c'est sur quoi s'appuient ces grandes plumes. La dénonciation de l'absurdité de la vie. Les œuvres sont ainsi déstructurées, il n'y a aucune notion de temps, ni d'espace, il n'y a aucune logique, aucun sens linéaire, il n'y a pour ainsi dire rien. Mais pourquoi c'est bien alors ? Parce que c'est justement parce qu'il y a l'absence de tout qu'on peut voir le rien. Et cette phrase est tellement badass que ça va devenir ma nouvelle citation Skype. Ouais, dans fin de partie, tu vois le temps qui passe. Et ça c'est cool. Si tu te fais chier, c'est que t'as rien compris. Mais si tu apprécies te faire chier, alors là t'es un génie. Ou un masochiste, mais ces termes se rejoignent souvent au théâtre. Plus sérieusement, la notion du temps pour Beckett a quelque chose de vraiment fascinant. Le spectateur est le seul à voir le temps passer. Les personnages n'ont aucun but et ne peuvent donc pas faire avancer l'action. Dans fin de partie, on remarque la brièveté des répliques. On remarque aussi l'absence de sens entre elles. Chaque question est répondue par une simple phrase. La réplique suivante est à l'antipode complet de la précédente. Ça suit au fond ? Le dialogue permet d'instaurer une situation, de déclencher une action, une péripétie qui va aboutir à une fin. Or, dans cette pièce, le dialogue est tout le temps fermé. Les personnages tentent des approches, mais se renferment immédiatement à cause d'un silence ou d'un non catégorique. Mais je vois que j'ai manqué à mes obligations, alors laissez-moi vous présenter les personnages. Tout d'abord, Anne, un quadragénaire handicapé physiquement des jambes, mais aussi aveugle. Son caractère note du cynisme et beaucoup de colère. Personnage central dans la pièce, tant au niveau du fond que de la forme, car il est placé au milieu de la scène sur sa chaise roulante, dans l'incapacité de se déplacer sans l'aide de Clove. Clove est une figure assez mystérieuse, car on en apprend très peu sur son histoire. Peut-être est-il le fils de Ham, peut-être est-il son valet ou son esclave. On ne nous dit que la moitié de son passé, qui est déjà bien flou. Il est le seul à pouvoir se déplacer et à tenir sur ses jambes, mais semble enfermé par Ham. Nag et Nell, les parents de Ham, qui semblent n'en avoir plus pour longtemps, dorment dans des poubelles. Évocation très explicite du délaissement et de l'oubli.
Nag est très inquiet à propos de l'état de sa femme, car elle semble avoir perdu toute vie en elle. Il essaiera à maintes reprises de la faire rire sans effet. Ça y est, tu le sens le fun qui monte là? Bah c'est pas prêt de s'arrêter. Pour ce qui est du titre, on pourrait croire que c'est un non-sens. Or, il faut analyser chaque mot de ce titre. La fin. Une métaphore évidente de la mort, de quelque chose qui ne peut plus continuer ou se répéter. Partie? Quelle partie? Une partie de cartes, une partie d'échecs, en tout cas c'est une partie de jeu, comme le démontre son titre en anglais, Endgame. Mais qu'a à voir le terme du jeu dans tout ça? Je vous propose de regarder ce titre sous un angle différent de l'œuvre, et de vous dire si ce n'est pas la pièce en elle-même qui était ce jeu. Le jeu des comédiens, le jeu des lumières, le théâtre tout simplement. Comme si la fin de la pièce représentait la mort de ces personnages. Ils n'existent que par leur représentation dans la salle. Pas convaincu? Très bien. Prenons la première ligne du texte. Pas les didascalies, mais la première réplique de Clove, puis de Ham. C'est fini. Ça va finir. Ça va peut-être finir. Puis Ham qui se réveille, dit en bâillant « Ah, moi, de jouer. » Il y a des coïncidences assez véridiques, vous ne trouvez pas? Maintenant, parlons un peu de l'univers dans lequel évoluent les personnages. Il s'agit d'une pièce qu'on pourrait nommer de salon. 2 fenêtres se trouvent à gauche et à droite en fond de scène. Celles-ci sont uniquement accessibles grâce à une échelle. En avant-scène sont disposées 2 poubelles, et le plateau est assez vierge de tout mobilier. On peut déjà dire que le décor reflète un monde sale, délabré, dans le besoin, très pauvre. Mais le besoin de quoi? Eh bien c'est justement ce que va se demander le spectateur durant tout le long de la pièce. Il y aura beaucoup de répétitions entre les personnages. En effet, Beckett joue avec le côté cyclique du temps. Chose amusante vu qu'une fin de partie signe un arrêt du temps. Mais des événements arriveront malgré toute attente. Le problème étant de voir comment les personnages réagissent face à l'imprévu. Face à quelque chose que l'on peut nommer, qui existe. Car oui, l'existence est sans cesse remise en question ici. Des choses disparaissent. La phrase « on n'en a plus » lorsque Nag demande des biscuits à Ham résonne fortement sur le plateau. L'impossibilité de se souvenir des choses devient de plus en plus impactante. Le dehors semble terrifiant. Et même s'il y a un signe de vie, on en a peur. Car ce n'est pas censé être. Il y a même une évocation à Dieu qui, d'ailleurs, n'est pas là. Comme si le monde et tout ce qui l'entourait avaient disparu, les avaient abandonnés. Et un rien omniprésent commence à grignoter de plus en plus l'existence. S'il n'y a plus rien à part les mots, le dialogue doit se faire. C'est d'ailleurs Ham qui en souffre terriblement. Il veut absolument rester en mouvement malgré son handicap. Il ne peut que parler, et seulement à Clove, car ses parents ne semblent pas disposés à interagir comme il le voudrait. Le langage devient alors la seule source de mouvement et de vie. Je t'avais prévenu que c'était joyeux, hein. Te plains pas. Je transpire le bonheur. Oui, je suis Gilbert Montagnier. Ceci est une imitation. Raté. On remarque que les quelques longues tirades sont de Ham qui assoit son autorité, mais qui démontre aussi l'incapacité dans laquelle il se trouve. Parenthèse ouverte. N'avez-vous pas remarqué une chose dans le nom des personnages? Ham est un nom construit à partir du mot marteau en anglais. Clove vient de la déformation du mot clou en français, le U et le V étant issus de la même origine. Nag est de l'allemand, qui signifie également clou, Nagel. Et Nell vient de la prononciation de vis en anglais. Il y a une dernière particularité, c'est que ces 4 noms comportent des similitudes à l'exception de Clove. Ham, Nag et Nell sont composés de la même manière. 4 lettres dans le prénom pour 2 identiques à la fin. Preuve qu'il y a une filiation entre eux. Clove serait donc un enfant abandonné que Ham aurait recueilli. C'est d'ailleurs ce que raconterait le protagoniste dans une de ses histoires. On en sait donc un peu plus sur ce personnage bipède. Oui, j'aurais très bien pu le dire avant, mais j'avais besoin d'entretenir le suspense un peu. Parenthèse fermée. Le rien devient de plus en plus envahissant, à tel point que certains événements pouvant avoir un réel intérêt sont très vite oubliés.
Le temps ne semble pas passer pour eux. Et pourtant, c'est précisément la chose qui dévore ce monde. La mort n'est que très peu évoquée oralement, voire jamais. Elle est juste sous-entendue. Tu n'as pas peur? De quoi? De cette chose innommable, que même âme en a peur. Cette chose tellement puissante, c'est tout bonnement la mort. Et cette expression n'est pas du tout adaptée. Le temps les tue à petit feu, dans un cycle qui recommence éternellement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et la chute de cette pièce n'en est plus que marquante, vu qu'on revient au point de départ. Am va se rendormir en regardant méticuleusement son mouchoir, alors qu'il ne peut rien voir physiquement. Il le remet sur sa tête et s'endort. Quelle belle image, tout en sachant que ce tissu est recouvert de sang. Je vous mens pas, c'est écrit dans les didascalies. Bon, bah maintenant que j'ai foutu une bonne ambiance de merde, je vais vous laisser vous abonner à la chaîne, lâcher un like si ça vous plaît, la partager sur les réseaux sociaux, faire ce que vous voulez. Moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Bye. No? Good. Since that's the way we're playing it, let's play it that way. And speak no more about it. Speak no more. Old Stauncher, you remain